Hey, salut tout le monde, c'est Aces, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme prévu, on analyse deux nouvelles classes de l'extension Cataclysme. Donc ces classes seront, attention roulement de tambour, chaman et voleur. Je m'étais trompé dans la première vidéo que j'ai faite sur l'analyse des neutres. J'avais dit qu'il y avait 5 classes qui avaient accès à la mécanique de convocation. Il y en a en réalité 6, j'avais oublié voleur. Donc qu'on va analyser aujourd'hui évidemment. Donc voilà, c'était une petite coquille dans ma première vidéo qui n'est pas bien grave. Mais du coup, voilà, vu que j'ai déjà parlé des nodes, j'ai déjà parlé de DK, de DH, on va tout de suite pouvoir enclencher sur la classe chaman. On commence le chaman avec évidemment le colossal Alakir, seigneur des tempêtes, qui est une 2-8 pour 8, colossal plus 2. On parlera des appendices après. Ruée Furie des Vents, cri de guerre, vous obtenez 2 serviteurs au coût égal à l'attaque de ce serviteur, passe leur coût à 1 cristal. En gros, le but c'est d'augmenter l'attaque d'Alakir pour récupérer des serviteurs très chers jusqu'à 10 mana pour seulement 1 mana. Et d'avoir une grosse bestiole qui a Ruée Furie des Vents, donc qui va pouvoir faire de gestion de serviteurs en principe. Dans la théorie, c'est comme ça que c'est censé marcher. Les mains d'Alakir, mains chargées d'Alakir, bon encore une fois on a la main droite, la main gauche à droite, la main qui devrait être à gauche elle est à droite mais bon c'est pas grave, vous comprenez, qui est une 1-2, donc avec la mécanique de convocation, si vous la convoquez 2 fois elle sera 2-4, si vous la convoquez encore 2 fois elle sera 4-8, et qui a comme effet, les serviteurs adjacents ont plus 1 d'attaque, ensuite plus 2, plus 4 d'attaque, donc en gros, quand vous jouez à Alakir, si vous avez convoqué au maximum, vous allez avoir une 18, parce qu'Alakir va prendre plus 4 d'attaque des deux côtés, ainsi que 2 4-8. Et votre 18 va pouvoir aller prendre 2 petits trades. Et en plus, vous allez récupérer 2 créatures qui seront des grosses créatures, et qui coûteront 1 mana. Alors, j'aime bien cette mécanique, elle est intéressante. Le fait que les mains d'Alakir aussi buff les serviteurs adjacents, c'est fort parce que ça veut dire que si vous avez déjà du board, vous pouvez aller l'améliorer, ça peut toujours faire des situations intéressantes. Maintenant, je trouve que déjà pour profiter pleinement de l'effet d'Alakir, il vous faut 10 mana, parce qu'il faut que vous puissiez jouer Alakir pour 8 mana, ainsi que les 2 autres serviteurs, peu importe leur coût, vous les jouerez pour 1 mana. Donc il vous faut 10 mana impérativement pour profiter pleinement de l'effet d'Alakir, et il faut qu'il soit Herald à 100% idéalement, parce que sinon, Herald c'est convoqué, il faut qu'il soit convoqué au maximum, parce que sinon vous aurez des tours 6 quoi. S'il est convoqué que 2 fois, si vous avez amélioré qu'une fois les mains, elles donneront 2 d'attaque chacune à Alakir, donc Alakir sera 6-8, donc non seulement 6-8, tour 8, c'est pas si fort, vous allez prendre 2 gestions, en général vous allez réussir à tuer 2 petits serviteurs, mais bon Alakir va souvent mourir, souvent tour 8 Alakir va mourir, c'est rare d'avoir 2 créatures qui ont moins de 4 attaques, étant donné qu'Alakir a que 8 PV, c'est quand même relativement fragile sur des tours aussi late dans la game, avec 2 attaques, parce que c'est pas une seule attaque, c'est 2 attaques, donc c'est à dire qu'il vous faut au moins un serviteur qui a 4 d'attaque et un serviteur qui a moins de 4 d'attaque, donc en général Alakir va mourir. Si vous n'avez pas des gros body à côté, ça va être un peu triste. Donc ok, quand Alakir va mourir, les mains d'Alakir vont se buffer entre elles et continuer de buffer les cartes à gauche et à droite. Donc ça peut faire quelque chose. Par exemple, si elles sont complètement chargées, si vous avez convoqué 4 fois, si Alakir meurt, qui a été une 18, vous allez vous retrouver avec 2 8-8, parce que les deux mains sont 4-8 et elles vont se buffer de 4 entre elles. Et vous allez pouvoir placer 2 petits T10 aux autres extrémités qui auront tous les deux plus 4 d'attaque. Donc ça peut être fort, ça peut faire des gros boards. Mais ça me paraît un peu fragile comparé à ce que d'autres colossaux font aujourd'hui dans Hearthstone en fait. Aujourd'hui dans Hearthstone, à la suite de la sortie de cette extension. Je sais pas, je me dis que dans une méta où, et c'est ce vers quoi j'ai l'impression que la méta se dirige, dans une méta où il faut absolument faire un combat de colossaux, invoquer le colossal en premier parce que les colossaux sont juste des finishers et c'est comme ça qu'on finit la game. J'ai l'impression qu'Alakir est un peu en retrait de ça, notamment quand on compare au colossal DK. Donc certes, le colossal DK n'a pas ce potentiel de gestion instantanée de pouvoir gérer 2 petites créas avec des stats 18, Ruée Furie des Vents. Mais DK va non seulement vous soigner de 16, peut-être plus si vous avez une arme équipée par exemple, mais en plus il va vous donner 2 gros T8, mais en plus voilà, il va faire du board. En fait DK, j'ai l'impression que c'est
très similaire à ce colossal chaman, mais avec l'upside il va vous rendre beaucoup de PV. Et je sais pas. Il y a le côté aussi à l'Akir qui met deux coups, hein, mais dans une méta avec beaucoup de colossaux, les colossaux ils font des boards larges avec beaucoup de stats. Donc c'est peut-être un peu faible d'attaquer que 2 fois. Surtout que chaque colossal a son avantage aussi, a son effet. Je sais pas. Je suis un peu circonspect face à cette carte. Je pense qu'elle n'est pas mauvaise, hein, fondamentalement. Elle n'est pas mauvaise. En plus, les mains d'Alakir, ça pourrait être très fort, hein, tout au long de la partie avec la convocation. Mais le colossal, le payoff du colossal en tant que tel, je le trouve un peu léger comparé à ce que d'autres payoffs de colossaux font. En revanche, parce que là on va pouvoir avancer sur la suite, les convocations je les trouve très bien, parce que c'est très fort d'invoquer une petite main qui va buffer les serviteurs adjacents. Déjà le premier effet est bien, mais surtout le deuxième effet ça reste une 2-4 qui donne plus 2 d'attaque. En fait c'est un Flame Tongue totem 2-4 quoi. Donc Flame Tongue c'est totem langue de feu. Hein. Première carte, la sentinelle de Mur Céleste, c'est une 0-3 pour 2, provocation qui en cri de guerre convoque Alakir. Donc dites-vous que si vous la jouez sur 2, vous allez invoquer une 0-3 et une 1-2 qui va donner 1 d'attaque à votre 0-3. Donc vous allez avoir une 1-3 provocation et une 1-2 qui va donner 1 d'attaque aussi au serviteur à droite. Donc c'est ok déjà parce que ça coûte 2, c'est ok parce que c'est du taunt, donc on voit quand même une direction un peu plus contrôle, un peu plus défensive. Bon évidemment c'est pas des statlines très fortes, hein, une 1-3, une 1-2 c'est pas broken, ça casse pas 3 pattes à un canard. Après si vous avez convoqué 2 fois, ça fait quand même une 2-3 et une 2-4. Pour 2 mana c'est ok, L'avantage, c'est que ça convoque rapidement, c'est que ça arrive très tôt, ça permet déjà de mettre un peu de board. Et avec des mécaniques de rush, on peut très vite profiter de ces petites mains d'Alakir, ces petits soldats du coup d'Alakir, hein, parce que ce ne sera pas des mains s'ils sont invoqués via la convocation. Donc pourquoi pas. En fait, cette carte, je l'aime bien parce qu'elle convoque pour 2. Hein. Je l'aime pas parce que c'est une 0-3 provocation. Je l'aime bien parce qu'elle convoque pour 2 et que le body de cette 0-3 va aider à protéger la main, le soldat d'Alakir. Donc vous pourrez peut-être en profiter au tour d'après, notamment, bon, alors, pas direct après, mais avec Mamankan. Mamankan, ça synergise très bien, je trouve, avec les mains d'Alakir, parce que Mamankan, ça va invoquer 3 canetons, et vous allez tous les 3 pouvoir les envoyer, ils vont tous les 3 bénéficier du buff de la main d'Alakir si vous les placez bien. Deuxième carte de Herald, et encore une fois, c'est une carte qui convoque pour 2, donc j'aime bien, encore une fois. Convoque Alakir, vous obtenez 2 élémentaires 1-1 avec ruée, c'est un sort de nature pour 2. La carte en soi est mauvaise. La convocation est bien, c'est bien de convoquer. Mais c'est très nul de récupérer 2 élémentaires 1-1 avec ruée, vous les avez dans la main, c'est des 1-1 pour 1 en fait. Donc fondamentalement, pour 4 mana, vous allez avoir une convocation et 2 1-1 ruée, qui seront souvent des 2-1 ou des 3-1 en réalité. Ah, c'est méchant, c'est mauvais quand même. Hein. C'est quand même assez mauvais. Bah, on comparait à Mamankan. Hein. Mamankan, t'en as 3 des 1-1. Et en plus, t'as la canne. Donc, c'est un peu mauvais. Quoi. Genre, les cartes convocation sont fondamentalement mauvaises. C'est pas en elles que je crois. Moi, je crois en l'effet de la convocation. Je crois en cette main. Parce que les effets des cartes, quand on les compare à d'autres cartes de convocation d'autres classes, c'est tellement faible, ça fait tellement rien. C'est une 0-3, c'est un sort qui vous donne un sort à 2 qui vous donne 2 petites 1-1. C'est super faible. Ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est de synergiser avec les soldats d'Alakir. Surtout qu'en plus, on l'a vu, le payoff n'est pas forcément autant en avance par rapport au payoff des autres classes. Donc voilà, avoir des cartes de convocation faibles, ça peut être bien quand on a un payoff qui est monstrueux. Mais là, le payoff n'est pas beaucoup plus monstrueux qu'ailleurs. Donc, je suis encore une fois un peu dubitatif par rapport à ces cartes. Mais j'aime l'idée de buffer l'attaque des serviteurs adjacents. Donc, je pense que ça sera jouable. Donc, je pense qu'on pourra avoir des archétypes un peu plus tempo, un peu plus agressifs. Et on va le voir par la suite, il y a quelques cartes qui justement vont dans ce sens. Et c'est pour ça que j'aime bien ce set. Et c'est pour ça que vous m'entendez en dire du bien alors que je dis que du mal des cartes que je vois individuellement. C'est pour la suite. Et on va du coup tout de suite passer à la suite. Avec l'Arpenteur du Ciel Crépitant. Qui est une 4-3 pour 3 élémentaires. Qui en cri de guerre, choisissez un sort dans votre main coûtant 4 cristaux à engloutir. Raldagonie le lance. Donc pour vous situer, pour 3 mana, vous allez avoir une 4-3 et un sort à 4.
parce que globalement vous allez build votre deck pour avoir un sort à 4 que vous choisissez, hein, donc c'est pas un sort à 4 aléatoire, vous n'êtes pas obligé d'avoir un build hyper restrictif, vous pouvez avoir un ou deux sorts à 4 qui fonctionnent très bien avec cette carte, et à côté d'autres sorts qui fonctionnent un peu moins bien, par exemple des AOE, vous pouvez avoir une tempête de foudre, et vous vous dites, ah, dans cette situation, Tempête de foudre est plus forte, du coup je choisis Tempête de foudre, parce que vous avez ce choix en fait. Il n'y a pas de restriction de building, vous pouvez avoir des sorts à 1 dans votre main, vu que dans tous les cas vous ne les choisirez pas. Évidemment les cibles sont choisies aléatoirement, hein, mais bon, c'est du deck building, vous n'allez pas prendre consciemment un sort qui a un effet aléatoire. Vous allez prendre toujours un sort qui a un effet qui ne peut être que bénéfique pour vous, notamment l'affrontement de cérémonie, 4 mana, tiens donc, invoque 3 serviteurs aléatoires coûtant respectivement 3, 2 et 1 cristal, surcharge 1. La surcharge s'appliquera, hein, même si il est lancé depuis l'Arpenteur, mais bordel, qu'est-ce que c'est fort! Pour 3 mana, vous avez une 4-3 qui invoque un T3, un T2 et un T1, quoi. Pour 3 mana. Allez, 4 mana en considérant la surcharge qui s'activera une fois que votre serviteur sera mort. Donc si ça se trouve, vous allez faire tout votre tour 3 avec ça, et vous allez faire tout votre tour 4 avec vos 4 mana. Et à la fin de votre... C'est lors de votre tour 5 que vous n'aurez encore une fois que 4 mana. Donc je trouve ça super fort en fait. Dans une méta où vous avez besoin de mettre de la tempo, je trouve ça super fort. Et en plus c'est un board qui est large. Et vu que c'est un board qui est large, bah, ça va très bien marcher avec nos petites mains d'Alakir. Et oui, parce que je dis des bêtises depuis tout à l'heure sur les cartes, mais en fait, le fait d'avoir des boards très larges, ça synergise très bien avec le fait de pouvoir buffer l'attaque. Parce que ça va être dur pour votre adversaire de le gérer, ça va être dur pour votre adversaire de vous empêcher de faire de la value sur ces mains d'Alakir. Et ça, cette carte, pour moi, elle va forcément casser le jeu à un moment. Pour l'instant, on n'a pas des masses de sorts à 4, mais à un moment, il va y avoir un sort qui va sortir, qui va donner pas forcément un meilleur sort que l'affrontement de cérémonie, mais qui va donner de la flexibilité, un autre sort qui va permettre de tourner avec l'Arpenteur du ciel crépitant. On a en plus un autre sort qui fonctionne avec cette carte, dont je vais vous parler juste après. Mais non, je trouve cette carte vraiment super forte. Aujourd'hui, nos sorts à 4, c'est des sorts de gestion, c'est des sorts de pioche, 4 ou moins, hein, je veux dire. Donc on a déjà une certaine flexibilité, et cette extension nous en ramène encore plus. Donc vraiment, franchement, cette carte, vraiment à surveiller, et ça, évidemment, avec ça, c'est extrêmement puissant aussi. Est-ce que parfois, cela dit, on jouera l'affrontement de cérémonie sur 4 ? C'est possible. C'est possible, à voir si on a un gros potentiel de high roll, à voir si la surcharge, le fait d'avoir un cristal de mana surchargé sur 5 est très gênant. En général, si on veut jouer avec une carte qui a 4 mana et qui surcharge de 1, il faut qu'il y ait peu de T5 dans le jeu. Parce que si vous jouez ça sur 4, vous ne jouerez jamais votre T5. Donc il faut que vous ayez très peu de T5 dans votre deck. Ce qui est tout à fait possible en réalité d'avoir très peu de T5, hein. C'est pas du tout un problème. Il faut vraiment une bonne concentration de T4. Et je trouve que là, on a une bonne concentration de T4. Carte suivante, Barreau d'honneur de Muradin. Alors ça synergise encore avec l'Arpenteur, hein. 9 mana, sort de nature, vous piochez 2 cartes, coûte 1 cristal de moins pour chaque attaque effectuée par un personnage allié pendant cette partie. Je parlais de la Mamancan plus tôt, avec ça marche encore mieux. C'est une carte qui est extrêmement puissante, qui sera évidemment jouée dans tous les chamans qui posent un peu de board. Je disais que ça pouvait synergiser avec l'Arpenteur, parce que parfois vous allez avoir un peu de mal à réduire votre Barreau d'honneur, et à un moment il va coûter 4, et vous allez vous dire j'ai quand même pas envie de balancer 4 dans un spell, et j'ai du mal à attaquer pour le réduire, donc paf, je me fais pas chier, je mets avec l'Arpenteur. L'Arpenteur est une 4-3 qui me fait piocher 2, ça reste broken pour 3 mana, donc voilà, parfois ça va synergiser, évidemment c'est pas ce que vous avez envie de faire, hein, idéalement. Mais voilà, carte exceptionnelle. Si la game est un duel de tempo, vous allez avoir du mal. En général, vous avez besoin d'être celui qui fait les trades, donc vous avez besoin d'être celui qui est sur le play. Si vous êtes sur la pièce, que vous êtes deuxième à jouer, ça va être un peu plus difficile. Mais en chaman, on peut avoir du rush. En chaman, on peut... sachant que c'est un personnage allié, notre héros peut attaquer. Donc franchement, moi j'y crois beaucoup à cette carte. Je la trouve vraiment très forte, hein. Pour moi, elle sera dans tous les decks pendant très longtemps. Tous les decks shaman un peu tempo qui posent un peu de board, c'est de la draw pour 0, hein. De manière générale dans Hearthstone, tout ce qui se réduit et qui à un moment va coûter 0 est très fort. Même trop fort, hein. C'est un sort de nature, je sais pas s'il y a des vraies synergies nature pour le moment. Mais ouais, j'adore cette carte par sa puissance, hein. C'est juste extrêmement fort et ça va donner beaucoup de refill à Shaman qui a pas mal de draw déjà, hein. C'est pas une carte qui manque de draw, hein.
y a la petite 2-3 nature, qui pioche 1 si vous avez joué un sort de nature. Il y a quand même des sorts de nature. Il y a le sort de feu qui va piocher 2 serviteurs. Enfin, Shaman, c'est pas une classe qui manque de draw. Et là, on lui en donne encore. Je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Ça me paraît fort. Maintenant, est-ce que ce sera trop fort? Est-ce que Shaman aura trop de pioches après ça? Je pense quand même pas. Je pense que Shaman, c'est pas une classe qui est connue pour piocher énormément. Mais voilà, à surveiller, à surveiller. On est à une carte de draw de faire d'une classe qui pose problème. Soutien aérien, cri de guerre, confère méga furie des vents à un serviteur allié. Il ne peut pas attaquer les héros ou héroïnes. Alors méga furie des vents, c'est 4. On peut attaquer 4 fois dans le même tour. Oui, bah écoute, c'est un peu nul. C'est un petit peu nul. C'est une 5-5 pour 5. Je l'ai même pas dit. Faut que vous ayez déjà du board, faut que vous ayez une créature qui... Étant donné que la créature ne pourra pas attaquer les héros, il faut qu'elle ait un pool de PV suffisant pour survivre à 4 attaques. Et ça, c'est hautement improbable d'avoir un board en face qui peut permettre de ne pas faire suffisamment de dégâts en 4 attaques pour que votre créa meure. Moi, je pense tout de suite à Oberkrow, qui est qu'on verra plus tard, le colossal druide, qui va du coup invoquer des 1-4 et une 4-9. Oui, dans ce genre de cas, ça marchera. Mais bon, il faut déjà que vous ayez, un gros serviteur on board. Et ensuite, il faut que vous puissiez mettre ça. C'est une 5-5 pour 5. C'est très nul, évidemment, c'est très nul. La carte n'est pas jouable. Et elle ne sera jamais jouée. C'est un T5, donc ça sera peut-être découvert de temps en temps. Ça donnera accès à des situations marrantes si vous avez un gros board. Mais en attendant, ce ne sera pas jouable. Lieuse de tempête, 4 mana, Râle d'agonie, 4 mana 7-7. Râle d'agonie débloque vos cristaux de mana en surcharge, mais elle est surcharge 3. Ce qui veut dire que déjà c'est de la synergie surcharge, donc j'aime bien. On a sur Hearthstone en ce moment des cartes qui ont surcharge, et des cartes qui synergisent avec la surcharge. On a un serviteur qui se réduit en fonction de la surcharge. La grenouille, 5-5, 5-6, quelque chose comme ça. Provocation qui se réduit pour chaque cristaux de mana en surcharge que vous avez mis. Ça, c'est 3 de surcharge, potentiellement 0. Donc, si jamais elle meurt le tour suivant du tour auquel vous l'avez joué, vous ne subirez pas la surcharge parce qu'elle va les débloquer instantanément. Et en plus, vous accéderez quand même aux 3 de réduction sur votre grenouille qui va comptabiliser les cristaux de mana en surcharge comme des cristaux qui se sont fait surcharger pendant la partie. Donc, c'est très fort. Mais, si elle ne meurt pas le tour suivant, où vous l'avez joué, vous allez faire un hero power parce que vous allez avoir 2 mana. Et ça, c'est nul. Donc, est-ce que mettre 7 patates dans la tête de votre adversaire vaut de perdre 3 mana? C'est quand même un peu difficile. Vous utilisez tout votre T4 pour jouer cette créature. Et derrière, vous perdez votre T5 en majorité. C'est bizarre. Si en revanche, votre adversaire la tue lui-même parce qu'il se sent trop oppressé par cette présence et qu'il est obligé de la tuer maintenant, sinon il ne pourra pas développer son plan de jeu, c'est fort. Et ça va dépendre du coup des plans de jeu des différents decks. Mais pour le moment, la carte me paraît un petit peu douteuse. C'est une 7-7 pour 4, donc c'est toujours fort, c'est très surstaté. Mais bon, on est dans un Hearthstone où tout est surstaté globalement. Donc je sais pas. Ça va dépendre si c'est facile à gérer aussi. Si elle est facile à gérer et que votre adversaire la gère, du coup ça vous arrange. Parce qu'il aura claqué des ressources et vous aurez pas de cristaux en surcharge. Mais si votre adversaire peut se permettre de ne pas la gérer au moins un tour, ou alors par exemple de mettre un taunt où vous allez être obligé de taper dedans avec votre lieuse des tempêtes, et du coup elle va même pas mourir, et après votre adversaire vous la tue sur le tour d'après où vous n'avez du coup plus de cristaux en surcharge. En fait, ça peut amener à des situations très bizarres qui seraient assez déplaisantes, je pense, si vous jouez cette carte. Donc je sais pas. C'est à voir si l'archétype surcharge est vraiment aussi broken que... J'ai pas l'impression qu'il soit aussi broken, mais si l'archétype surcharge est plus fort que ce à quoi je m'attends, pourquoi pas. Mais pour le moment, j'y crois pas trop. Ascendance, un sort à 4 qui, du coup, encore une fois, un sort qui synergise bien avec le petit arpenteur de ciel crépitant. Ascendance qui va transformer tous les serviteurs alliés en serviteurs qui coûtent un cristal de plus. Quand ils meurent, invoque les serviteurs d'origine. C'est une evolve qui ramène les serviteurs morts, les serviteurs évolués après.
Donc c'est une extrême résilience du board, hein, parce que déjà, vous, en théorie, l'Evolve, elle va améliorer votre board, surtout que vous, quand vous faites ça, vous voulez avoir un board qui est relativement large. Donc l'Evolve va en théorie améliorer votre board. Et ensuite, vous ramenez le board d'avant, donc ça va améliorer votre board et vous donner de la résilience. Bon, le board d'avant en général est faible, parce que si vous jouez ce genre de cartes, vous jouez des cartes qui vont se dupliquer, vous jouez des cartes qui vont remplir de l'espace. Donc c'est des cartes qui en général ont des stats assez basses. Et vous jouez l'Evolve justement pour, plutôt que d'avoir des cartes qui ont des stats en deçà des stats classiques de leur coût, avoir des créatures qui ont des stats moyennes par rapport à leur coût. Donc voilà, vous allez créer un bon board et quand il va mourir, il va donner un moins bon board. Ça coûte 4 quoi. Ça coûte quand même 4 mana. Bon, j'ai dit que ça synergisait avec la 4-3, mais en réalité non, parce que c'est quand elle meurt. Donc si c'est votre adversaire, si vous le jouez sur 3 et que votre adversaire la tue tout de suite et que vous n'avez pas de board, ça sert à rien. Donc en réalité, ça synergise pas. Hein. C'est juste parce que ça coûte 4 et que c'est marrant. Mais voilà, je sais pas trop si cette carte va être forte. Ça me paraît un peu bizarre, ça me paraît random. 4 mana, ça veut dire qu'il faut déjà que vous ayez le board. Vous devez absolument avoir le board, hein. Sinon c'est pas jouable. Ça faut que ça soit en early, sinon ce sera pas jouable aussi, hein, en late game quand les decks auront des AOE. Hein, donc je sais pas. Moi j'aime pas cette carte, je pense qu'elle sera pas jouable. C'est un sort de nature. Je sais pas encore si ça joue pour quelque chose. Mais il faudra la tester. Hein. C'est un peu une vibe de vague de nostalgie, en beaucoup moins fort. Mais voilà, il y a un peu cette vibe de vague de nostalgie. Donc à voir, pourquoi pas la tester. Mais moi je pense que la carte ne sera pas forte. Et enfin, on a Mortshok. 10 mana, 10-10, élémentaire. Cri de guerre, vous piochez une carte, son coût est réduit de 10 cristaux. Recommence avec l'excédent de réduction. En gros, qu'est-ce que fait Mortshok? Il va vous piocher une carte. Il va la réduire à 0. En gros, parce que vous n'avez pas de carte qui coûte plus de 10. Par exemple, si la carte coûte 3, vous allez piocher la carte, elle va être réduite à 0. Ensuite, vous allez en piocher une autre. Et si elle coûte moins de 7, elle va encore être réduite à 0. Et en fait, à chaque fois, vous allez repiocher une carte et vous allez la réduire de ce qu'il reste de réduction. Au final, vous allez réduire exactement de 10 mana. Donc plus votre deck a une curve basse, plus vous allez piocher beaucoup de cartes. Parce que il va piocher une carte, la réduire à 0, mais il va rester plein de mana, plein de réduction, donc il va repiocher, il va repiocher, il va repiocher. Si vous avez une curve très haute, parfois vous allez piocher 2 cartes. Si vous piochez 2 cartes qui coûtent 5, vous allez piocher 2 cartes à 5 et les réduire à 0. Et vous n'allez pas piocher de troisième carte. En l'état, cette carte est nulle. Mais, parce qu'il y a un mais, je suis très 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 méfiant de la puissance de cette carte. C'est du mana cheat, c'est un mana cheat qui est monstrueux. 10 mana, c'est énorme. Ça peut vous faire des boards phénoménaux en un seul tour. Parce qu'en plus, tout coûte 0. Hein. C'est pas comme si c'était réduit de moitié ou ce serait déjà fort. Là, tout coûte 0. Si vous avez une curve qui se tourne autour de 3-4, vous allez piocher 3 cartes à 0. Donc c'est très fort. Le truc, c'est que ça coûte 10, donc c'est nul. En chaman, on n'a pas des masses de réduction. On a une 2-4 qui réduit un serviteur aléatoire de votre main et qui imbue, donc c'est pas très fort. On a la 3-4 qui défausse une carte de votre main et qui vous la redonne pour un cristal de moins. On a un petit dragon à 3 qui découvre une carte à 5 et qui fait qu'au prochain tour vous aurez un mana de plus. C'est des petits moyens de rampe qui sont faibles pour le moment, mais qui sont nombreux et qui peuvent l'être plus. Mortshok va rester dans le jeu pendant 2 ans. Donc attention au mana cheat, parce que le jour où on arrive à jouer Mortshok tour 5-6, la carte est broken, hein. Attention. Hein. C'est pour ça, moi, faut vraiment faire gaffe. Hein. Le jour où on arrive vraiment à le cheat, genre par exemple avec un murmure, mon murmure évidemment n'est plus rota et en plus maintenant il va coûter 9, mais le jour où Mortshok arrive à être vraiment posé en avance, la carte va casser le jeu. C'est comme Agamagan. Agamagan, quand il est sorti, on le trouvait tous très nul, mais un jour il y a eu Catacombe Maudite et les gens se sont dit tiens, avec Dorian, Agamagan il peut coûter 1, on peut le jouer tour 5. Et en plus en démo on a du ramp. Tu vois, ça crée des trucs comme ça. En fait, Mortshok pour le moment n'est pas une carte effrayante, mais attention au mana cheat neutre, attention au mana cheat de Shaman, parce que lui, il me fait peur. Lui, il me terrifie. Un jour, il va y avoir une carte qui va sortir, qui va le casser, lui. Par exemple, la carte du démoniste, là, qui permet de scinder une créature en 2. Si on arrive à scinder Mortshok en 2, on a 2-5-5
qui vont vous faire 10 de mana cheat. Donc en fait, votre tour 5 et votre tour 6 vont être phénoménaux. Donc attention. Moi, je sais pas si la carte va être broken. Pour l'instant, je pense que, évidemment, elle sera pas broken. On la testera parce que c'est marrant, mais la carte ne sera pas trop forte. Mais attention à 10 de mana cheat. C'est très effrayant dans une seule carte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette carte. Méfions-nous. Attention les développeurs, n'imprimez pas trop de mana cheat parce que il est là. On passe ensuite sur Voleur. Voleur qui est du coup encore une classe qui profite de cette mécanique de convocation. On va commencer avec le colossal. Sinestra, 5-5 pour 6. Dragon. Colossal plus 2. Vos sorts provenant d'autres classes sont lancés 2 fois. Et l'aile de Sinestra, quand elle apparaît sur le board, donc quand elle est invoquée, vous récupérez un sort aléatoire d'une autre classe, complètement aléatoire, hein, et il coûte 1 de moins. Et si vous l'avez convoqué 2 fois, ça va être une 2-2 qui donne un sort qui coûte 2 de moins. Si vous l'avez convoqué 4 fois, ça va être une 4-4 qui donne un sort qui coûte 4 de moins. Pourquoi pas elle coûte 6, c'est pas très cher, hein, Sinestra. Le truc, c'est que tour 6, vous aurez jamais Herald suffisamment. Vous aurez jamais Herald 4 fois sur tour 6, ou alors faut vraiment avoir beaucoup de chance. On va le voir, on a des cartes qui coûtent pas cher encore en Herald, dont un sort et ça marche avec Prep. Mais voilà, vous la jouerez rarement pour 6. C'est de l'archétype voleur-voleur, un classique. Sauf que là, c'est complètement aléatoire. On a quand même un gros pool de sorts pas chers, donc trouver un sort pas cher à 4 de moins, c'est un peu nul. Je trouve ça trop aléatoire. Ok, le fait que ce soit lancé 2 fois, ça donnera accès à des games sympas, à des games marrantes. On a vu, hein, le Limbu du voleur, c'est aussi aléatoire, mais ça marche bien. Après, on a le rewind quand même en Limbu du voleur. L'avantage aussi, c'est que ces ailes de Sinestra vous donnent un sort que vous pouvez garder en main pour Sinestra. Par exemple, si vous trouvez une boule de feu, ce serait phénoménal, parce que vous mettrez 12 dégâts dans la tête. Mais voilà, en l'état, je trouve ça un peu trop aléatoire. À voir si on arrive à dupliquer beaucoup les effets de convocation, parce que il faut dupliquer les effets de convocation. Et en parlant d'effets de convocation, on a le disciple dément, 3-1 pour 3 camouflage, donc statline un peu dégueulasse. Râle d'agonie, convoque Sinestra. Ça, je le trouve vraiment très nul, très anti-synergique avec Sinestra. 3-1 pour 3 camouflage, c'est nul. C'est un board qui est nul, surtout dans cette méta en fait. Et surtout, il convoque en râle d'agonie. Il convoquerait en cri de guerre, encore pourquoi pas, parce que déjà on pourrait le dupliquer parce qu'on est en voleur, on a toujours accès au remontoir pour 4, même si on perd le Shadow Step, au remontoir pour 2, pardon. On a accès au remontoir pour 2 qui invoque une araignée 4-4, et on a aussi accès à la pioche cire. Donc en fait, si ça avait été un cri de guerre, on aurait peut-être pu le jouer. Mais en râle d'agonie, c'est trop faible, non seulement parce qu'on peut pas le dupliquer, mais en plus parce que c'est un serviteur avec camouflage, donc votre adversaire n'interagit pas avec immédiatement, et il vous donne une carte que le tour où vous le tuez. Il invoque le soldat de Sinestra au tour d'après où vous le tuez. C'est-à-dire que vous posez une 3-3, une 3-1 pour 3 qui au tour 4, après avoir pris un trade, donc c'est même pas du burst, c'est vraiment après avoir pris un trade et mourir et être mort, va vous invoquer une 1-1 qui vous donnera un sort aléatoire qui coûte un cristal de moins. C'est extrêmement nul. C'est vraiment extrêmement nul. Avoir une carte aussi faible, ça ne peut être contrebalancé que par la puissance de Sinestra. Si Sinestra, il se trouve que Sinestra est broken et qu'elle est super puissante, ok. Mais sinon, la perte de tempo est phénoménale. Vous donnez littéralement votre tour 3 à votre adversaire. Je prends tout le temps Chasseur pour exemple, parce que Chasseur pour moi va être énormément joué, surtout au début. Vous jouez ça sur 3, votre adversaire il joue une 6-6, provocation. C'est-à-dire que vous serez obligé d'empaler votre disciple sur ça. Ah, c'est quand même dommage, hein, ça se met vraiment pas bien. Mais voilà, ça va vraiment être la puissance de la convocation. Est-ce que aussi avoir un sort random pour 1 de moins ça va être fort, ou est-ce qu'en moyenne ça va être de la merde? Je sais pas, j'ai pas en tête vraiment l'entièreté du pool de spells, mais voilà, ça va dépendre. Ça va dépendre de si on fait des trucs qui fonctionnent ou pas, si les sorts marchent, ou si ça amuse les gens aussi, hein, parce que souvent les voleurs ça amuse les gens. Deuxième carte de convocation, Rite du Crépuscule, c'est un sort d'ombre pour 2 mana qui convoque Sinestra. Et en combo, inflige 3 points de dégâts. Bon, c'est un sort à 2, donc ça marche bien avec Prep. Un sort à 2 qui inflige 3, c'est pas mauvais. Le problème, c'est que ça inflige 3 en combo. Donc sans Prep, vous le jouez pas T2. Et c'est nul. Vous pouvez le jouer avec la Foxy Fraude, cela dit.
Un sort à deux, une carte à deux combos, ça marche bien avec le renard 3-2 pour 2, qui fait que votre prochaine carte avec combo coûte 2 de moins. Ça peut bien marcher, c'est pas une mauvaise carte. Une carte à deux, de toute façon en voleur, c'est jamais une mauvaise carte. Donc ça peut bien marcher, franchement moi j'ai pas trop de problème avec ça. On a le petit dragon 4-3 là qui refresh 2 de mana, donc ça peut bien synergiser avec ça aussi. Franchement la carte est bonne, en plus elle vous invoque un petit body qui vous donne un peu une petite carte en main. Une très bonne carte de convocation. Qui fait de la peine, hein. Ça fait de la peine de voir ça à côté, hein, parce que ça c'est vraiment de la merde, lui je le déteste. Je l'aime bien, lui je déteste. Donc non, franchement c'est une bonne petite carte. À voir, à voir. La carte est bonne en soi, et encore une fois, c'est est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que la convocation de Sinestra va être forte? Si oui, la carte sera jouée. La carte sera très forte, sinon la carte sera absolument pas jouée, parce que tu ne joues pas ça si tu joues pas Sinestra, évidemment. Hein. Toutes les cartes convocation, c'est la même chose. Hein. Si vous jouez le colossal, vous jouez les deux convocations, et si vous ne jouez pas le colossal, vous ne jouez aucune des convocations. Aucune carte convocation n'est forte sans son colossal, en fait. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. On peut que spéculer hein, sur l'existence de cette créa. Pour moi, ce sera nul. Après, pourquoi pas, faut tester. Isorat, 5-3 pour 5. Cri de guerre engloutit 2 cartes aléatoires de la main adverse, puis passe en sommeil pendant 2 tours. Aldagonie rend les cartes. C'est de la disrupt. Vous mangez 2 cartes pour 5. C'est fort contre un deck tempo qui a très peu de refill et qui pioche très peu. Parce que pendant 2 tours, il n'aura pas ses cartes. Donc il y a des decks, notamment chasseurs, on parle beaucoup de chasseurs, qui chasseur au bout d'un moment va manquer un peu de cartes, sauf s'il joue la carte Scission qui pioche 3 serviteurs. À un moment, il va manquer un peu de cartes et du coup, il va souvent se retrouver avec 2-3 cartes en main. Donc ça peut être fort. Le problème, c'est que s'il a 2-3 cartes en main, c'est que le reste de ses cartes est sur le board. Donc c'est bizarre de perdre le tour 5 parce que littéralement, ça vous invoque un serviteur en sommeil pour 5. C'est super faible niveau perte de tempo. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que la carte est injouable. Hein. 5-3, 5 mana, créer une créature en sommeil pendant 2 tours, c'est nul. Surtout que votre adversaire, en plus, le tour où elle va se réveiller, vous n'attaquerez pas avec. Et votre adversaire la tuera super facilement. Un 3 PV, c'est super facile à tuer sur le tour 7 en plus. Donc la carte est très nulle, selon moi. Mais voilà, peut-être pour tecker quelques match-ups très précis où le deck se vide énormément la main et a du mal à se refill, et une fois que vous avez géré un board, ça marche. Non, j'y crois pas. Émissaire des très anciens. 2-1 pour un démon, donc un petit T1. Choisissez une carte dans votre main pour la transformer en carte la pièce. Alors ça, avoir une pièce, c'est toujours bien. Maintenant, vous devez sacrifier une ressource de votre main, et ça, c'est tellement dur. Et en fait je pense que ça sera possible uniquement si vous avez en rogue un très gros tour que vous avez absolument envie de jouer. Une très grosse créa, un tour 9, un Hachaman par exemple, on peut jouer, Hachaman existe toujours. Si vous voulez par exemple jouer Hachaman, vous pourrez jouer l'émissaire, parce que non seulement il va vous détruire une carte de votre main, donc ça va libérer une place pour Hachaman, mais en plus il va vous donner une coin. Donc pourquoi pas? Je pense pas que ce soit une mauvaise carte. Je pense qu'elle va vraiment dépendre de est-ce que on a envie de jouer un gros tour, un gros payoff. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que Hachaman en gros payoff en rogue. Mais voilà. Pourquoi pas? Ça sera une bonne carte à un moment. Hein. C'est un générateur de pièces. Hein. C'est forcément fort. En plus, ça se joue sur le T1. Donc ça remplit un slot qui n'est pas forcément évident à remplir en rogue pour le moment. Donc ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la carte, elle sera jouée. Pour le moment, elle sera pas broken, elle sera juste bien avec Hachaman. Mais dans le futur, je pense qu'elle pourra vraiment avoir une bonne place et être très très forte pour générer une pièce et se libérer de la place en main. Puissance dérobée. Alors là, on va parler d'une mécanique dont on n'a pas encore parlé, la mécanique de scission. Qui appartient aux 5 classes qui n'ont pas la mécanique de convocation. Donc en fait on n'a vu aucune des cartes de scission, et cette carte voleur va permettre d'accéder à toutes les cartes de scission. Donc c'est un peu bizarre d'en parler maintenant, mais je vais vous expliquer très brièvement le principe de scission. Scission, c'est des cartes, une fois que vous allez la piocher, elle va se séparer, elle va se scinder du coup, d'où scission, en deux parties distinctes. C'est chaque partie vont avoir un effet qui vont être à gauche et à droite de votre main. Et une fois que vous allez jouer toutes les cartes entre ces deux cartes, donc vous allez les recoller, les rejoindre, elles vont combiner leurs deux effets en gardant le même coup.
Et en gros, la puissance dérobée, pour 3 mana, vous obtenez une carte avec scission d'une autre classe. Elle est déjà combinée. Donc vous obtenez une carte avec scission sans qu'elle soit scindée. Donc c'est très fort. Je vais vous montrer vite fait toutes les cartes avec scission. Sans rentrer dans les détails de est-ce que les cartes sont puissantes ou pas, parce que je vais pas du tout parler de la mécanique de scission, je vais juste parler des cartes pures. Donc en jouant ce sort, vous pourrez récupérer Flux Arcanique, inflige 4 points de dégâts et 2 points de dégâts à chaque adversaire, donc vous infligez 6 points de dégâts à un adversaire, 2 à tous les autres. Donne plus 2-3 et insaisissable à un serviteur allié, en invoque une copie. Invoque 2 traits en 2-2, confère à vos serviteurs Hall d'Agonie, invoque un trait en 2-2, ça pour 3 mana. Invoque 2 Drake 4-2, donne plus 1-1 et bouclier divin à vos serviteurs, donc c'est 2 5-3 bouclier divin plus 1-1 et bouclier divin à vos autres serviteurs. Ou vous piochez 3 serviteurs et donne plus 2 aux serviteurs de votre main. J'aime pas. J'aime pas cette carte. Pourquoi ? Parce que vous perdez votre tour 3. Et derrière, vous perdez votre tour 4 très souvent. Donc c'est 7 mana. Ok, vous pouvez la prep. Mais à part les rares cas où vous allez faire prep puissance dérobée tour 1 et ensuite prep manœuvre aérienne tour 2, je pense pas que la carte soit très forte. C'est lent, très très lent. Il y a des cartes que vous n'avez pas envie de toucher. Par exemple, si vous faites puissance dérobée sur 3, bah vous pourrez jamais faire schisme sur 4. Pourquoi ? Parce que la puissance dérobée va vous prendre votre tour 3, donc vous n'aurez pas le board. Dans une méta tempo, vous n'aurez pas le board si vous devez faire puissance dérobée sur 3. Donc schisme sera complètement inutile. Cercle du bois sauvage sera complètement inutile. Manœuvre aérienne sera... Bon, 2-5-3 bouclier divin, c'est fort, hein, mais on perdra de l'effet. Si vous avez ravitaillement aérien, c'est-à-dire que vous perdez votre tour 3 et votre tour 4 pour aller piocher, c'est faible. Flux arcanique, c'est toujours fort. Je pense que c'est le meilleur choix que vous pourrez avoir sur cette puissance dérobée, parce que c'est une boule de feu, une AOE, hein, c'est très très fort d'avoir ça. Mais sinon, les autres, je les trouve beaucoup trop situationnels. Vous avez une certaine flexibilité, mais en fait, vu que vous ne choisissez pas la carte avec scission, bah, en fait, vous n'avez aucune flexibilité. Il y a des cartes qui vont être des gros points noirs, des gros poids morts dans votre main. Je parlais de schisme et de cercle du bois sauvage notamment. Et surtout, les cartes avec scission, c'est des cartes qui synergisent avec leur classe en fait. Flux arcanique, ça synergise beaucoup en mage parce que bah, vous avez du spell damage et parce que vous avez des cartes qui synergisent avec les dégâts que vous avez infligés avec vos sorts. Cercle du bois sauvage, ça synergise avec druide qui joue des tokens. Manœuvre aérienne, ça synergise avec paladin qui joue des tokens. Ravitaillement aérien, ça synergise avec Hunt qui a du mal à se refill et qui a besoin de buffer sa main. Mon schisme, c'est pas très fort, mais pour l'instant, mais ça sera fort un jour. C'est difficile en fait de voir cette carte pouvoir être jouée parce que le coût est trop cher en fait. Le fait qu'elle coûte 3, c'est trop cher. Si elle coûtait 2, ce serait fort parce que ça marcherait très bien avec prep. Mais pour 3, même avec prep, c'est pas si ouf parce que bah, vous devez toujours payer 1 mana quoi. Donc vous devez dépenser votre prep et quand même payer 1 mana pour avoir une carte random parmi 5 cartes qui sont dans l'ensemble des bonnes cartes, mais qui sont pas synergiques avec votre deck en fait. Du coup, le coût est trop important, je pense, pour pouvoir jouer tout ça. Et cette carte ne sera pas jouée. À mon avis, si elle coûtait 2, elle serait jouée. Parce que pour 2 c'est beaucoup plus facile à balancer que 3. Mais 3, c'est beaucoup trop cher. Je pense que la carte ne sera jamais jouée. Barou d'honneur de Garona, 2 mana, échangeable. C'est un sort qui détruit un serviteur légendaire. C'est très bien. C'est très bien. Dans leur limite, ça va aller chercher un Xavius, ça va aller chercher un Gen, ça va aller chercher un Nefarian. Donc c'est ok pour 2 mana. C'est un petit removal pour 2 mana. Dans le late game, ça va aller chercher un colossal. Vu que toutes les classes ont un colossal et que les colossaux ont l'air d'être quand même vachement forts. Ça peut même aller tuer les appendices des colossaux si jamais vous avez absolument besoin de tuer l'appendice. C'est échangeable, donc c'est jamais trop un problème. Ça coûte 2, donc ça marche très bien avec prep. Et même ça coûte 2, donc c'est pas très cher. Non, franchement, très bonne carte. Ce sera joué au moins en one-off dans tous les decks voleurs, je pense. Enfin, j'imagine. Donc non, ouais, juste très bonne carte. J'ai rien de plus à dire sur cette carte. C'est juste une très bonne carte, ce sera joué. Et l'effet est basique, mais il marche très bien. Surtout dans une méta tempo. Suppliant du chaos, 3-5 pour 4, pas de type. Une fois que vous avez lancé un sort, lance un sort aléatoire du même coup d'une autre classe. C'est très nul. Évidemment, c'est un sort complètement aléatoire avec des cibles complètement aléatoires. Il n'y a pas de coût aujourd'hui en mana de sort où c'est très précis. On peut pas dire je joue un sort à 7 donc ça ne jouera que ce sort à 7 et ce sera forcément très fort. C'est nul. Ça vous demande de payer 4 mana quand même pour jouer la carte d'abord.
injouable. Même les sorts à 0, on pourrait se dire, tiens, des sorts à 0, on a prep, ça peut être pas trop mal, mais les sorts à 0, il y a quoi? Il y a le sort de prêtre qui fait que tous les serviteurs ont enfin, les stats de tous les serviteurs se basent sur la stat la plus basse. Il y a le sort de chaman qui inflige un point de dégâts qui vous donne un point d'attaque. Enfin, c'est très nul en fait. C'est très nul, il n'y a rien. Il n'y a aucun truc broken en fait qui peut être fait avec cette carte. Donc évidemment, elle sera jamais jouée. C'est super nul. Maîtresse du crépuscule, 4-12 pour 9 dragons. Donc c'est une statline classique d'un gros dragon. Cri de guerre renvoie tous les serviteurs adverses dans la main de leur propriétaire. C'est bien. C'est contrôle, hein, très très contrôle. C'est du vanish en gros. Ça marche que dans un archétype voleur contrôle. L'effet en soi en lui-même est cool. On n'a plus de Shadow Step, donc on peut pas trop en abuser. On a toujours du coup le remontoir pour 2. Hein. Mais le truc c'est que ça coûte 11, donc il vous faut une Isera et c'est tout votre tour. Le problème de Maîtresse du Crépuscule, c'est que ça met pas de pression. Donc vous allez remonter le board adverse, remonter son colossal notamment. Et au tour d'après, il va juste rejouer son colossal parce que vous aurez mis une 4-12, quoi. Avec une 4-12, ça met 4 dégâts. Donc à moins que votre adversaire ait 4 PV, il n'aura pas peur d'une Maîtresse du Crépuscule et il reposera juste le board que vous venez de lui enlever. Et il aura vraiment aucun problème à faire ça. Donc, à part dans des scénarios où on peut la remonter et la rejouer en boucle, notamment avec du coup le sort à 2, à faire Maîtresse du Crépuscule, sort à 2, ensuite on attaque, on refait Maîtresse du Crépuscule, ensuite on fait la deuxième Maîtresse du Crépuscule, ressort à 2, et là du coup vous aurez beaucoup de boards, un board très menaçant. Sinon c'est nul, je trouve ça pas très très fort, c'est très tard. Dans un archétype Rogue Control pourquoi pas, mais en fait Rogue Control le problème c'est qu'il a pas de moyen de se remonter en PV, surtout qu'on perd Ziliax, donc il est très sensible à la reach, et justement on a Mage notamment qui va en faire de la reach. Donc je sais pas, je pense pas que cette carte soit très forte. Pour l'instant, peut-être dans le futur avec un Rogue Control, pourquoi pas. C'est aussi un dragon, donc ça marche sur les découvertes de dragons. Et ouais, il y a des decks qui découvrent des dragons qui seront contents de trouver ça en vrai, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, mais en l'état c'est pas très fort. Et enfin, et bêtement, 3 mana sort d'ombre renvoie un serviteur adverse dans la main de son ou sa propriétaire. Il ne peut pas être joué au prochain tour. Donc on est un peu dans le même cas que la carte au-dessus. C'est vraiment pour du contrôle. C'est un removal d'une créa. Maintenant ça coûte 3. On l'a dit, hein, les sorts à 3 en voleur, c'est pas trop nos amis. On préfère des sorts à 2. Ou des sorts à 4 à la limite. Sort à 3, ça met dans des spots un peu complexes. On a rarement le spot de jouer un sort à 3, même avec une prep. L'avantage c'est que ce sort n'a pas de combo, hein, donc il n'a pas de restriction, vous pouvez juste le slam sur 3. Vous n'allez jamais le slam sur 3. Disons que c'est fort si votre adversaire joue des créas avec Ral d'Agonie par exemple, ou des créas avec des effets de fin de tour, des trucs qui ont besoin de rester sur le board, ou des gros stats, des choses dans le genre. Ça peut pas être rejoué au prochain tour, donc même un cri de guerre, parfois ça peut être ok de le remonter. Mais globalement la carte me paraît bizarre. Il n'y a pas aujourd'hui dans le jeu de gros Ral d'Agonie, de gros trucs où votre adversaire va sur un tour jouer son gros Ral d'Agonie. Il n'y a pas le mannequin d'entraînement où l'adversaire va prendre tout son tour 6 pour jouer un mannequin d'entraînement et vous allez pouvoir juste le remonter, l'empêcher de le jouer et ça va lui deny son play. Ça n'existe pas ça aujourd'hui dans Hearthstone et ça n'existera pas aussi à mon avis après la rotation. Donc ouais, en plus il y a beaucoup de colossaux. Les colossaux c'est pas un seul serviteur, donc vous remontez le colossal mais vous laissez les appendices, vous laissez ce qu'il y a autour. Et derrière, il va juste rejouer son colossal 2 tours plus tard. J'aime pas trop la carte. Je pense pas que la carte soit jouée. Mais encore une fois, ça rentre dans un archétype Rogue Control. Donc peut-être, pourquoi pas par la suite, nous faire plus de cartes qui se dirigent justement vers un archétype un peu plus contrôle. Et moi, ça me dérangerait pas du tout. Mais voilà, pour le moment, cette carte n'est pas jouable, à mon avis. Et voilà, c'est tout pour ces analyses de chaman et de voleur. Dans l'ensemble, moi, c'est des classes qui me paraissent un peu faibles. Enfin, Shaman, j'aime beaucoup. Je pense que Shaman, il y a des choses à faire, même si ce sera pas évident de le faire, de trouver le bon deck building. Je pense qu'il y a des choses à faire et qu'il y aura des choses à faire par la suite avec dans les futures extensions avec les nouvelles cartes. Les nouvelles cartes, je pense que ce sera un peu un staple, ce sera quelque chose de toujours jouable. Parce que ça s'appuie sur des mécaniques sympas, qu'il y a de la bonne draw, du bon refill, il y a des gros high roll à faire avec cette classe, en fonction de votre sortie, notamment je pense avec le T3. Et voleur, voilà, ça pourrait être un peu fun, mais sinon la classe m'enchante pas des masses, je la trouve pas très forte. Mais on pourra s'amuser peut-être parfois à voir si Sinestra crée des situations amusantes.
Je suis pas du tout fermé à ça, hein. Peut-être que ça sera le cas. Comme aujourd'hui, on s'amuse avec Maestra, avec les héros alternatifs et tout. Peut-être qu'un jour, on arrivera à faire vraiment un bon archétype où on récupérera des bons sorts d'autres classes et qu'on les lancera 2 fois et que ce sera super cool. Mais voilà, dans l'ensemble, mais voilà, dans l'ensemble, j'ai assez hâte de pouvoir jouer tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ces cartes, si mon analyse était correcte, si je me suis trompé sur certaines choses. Donnez-moi votre avis, il est le bienvenu. Et n'hésitez pas à venir me retrouver sur Twitch presque tous les jours. Je reprends demain dans l'après-midi. Alors je vais peut-être faire une petite ralentir un petit peu sur mon rythme de stream la semaine prochaine parce qu'il y a les playoffs, pour ceux qui le savent, qui se passent le samedi. Enfin samedi et dimanche, donc je vais devoir un peu ralentir, ouais, me reposer un peu et me concentrer sur le Theorycraft parce qu'on va avoir un patch là qui arrive mardi où je préparerai des vidéos, mais aussi bah, il faut que je prépare mon tournoi, donc je vais peut-être un peu ralentir sur la sortie de vidéos après ces analyses, hein. Ces analyses vont sortir une par jour jusqu'à avoir analysé toutes les cartes. Et après, voilà, je prendrai un peu de temps jusqu'à samedi. Je posterai mes runs de playoff sur YouTube. Et après, on repassera dans un rythme un peu plus soutenu. Voilà, voilà. Bah écoutez, rejoignez-moi sur Twitch, rejoignez-moi sur Discord, rejoignez l'auberge sur Discord, tout est dans la description. Et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente soirée. Et à la prochaine, salut, salut.